Donc, du coup, nous allons reprendre nos travaux. Je me montrerai évidemment encore plus intraitable sur la question de la gestion du temps pour des raisons, du coup, tout à fait évidentes. Je vais donc tout de suite laisser la parole à Monsieur Quillet, chef du projet Euromed Police, ancien directeur adjoint d'Europol, qui va nous parler donc de la collaboration Europol-Frontex. Merci, et même s'ils ne sont pas là, je voudrais remercier les organisateurs, Constance Chevalier-Gauvers et Romain Tinière, de m'avoir invité. Je suis très intéressé au sujet, mais en même temps très attaché à participer aux travaux qui sont conduits dans cette faculté, puisque j'ai de droit, puisque j'ai eu le plaisir d'y être, et l'honneur d'y être professeur associé pendant une dizaine d'années. Ce que je voudrais dire, et je vais être très bref, alors mon propos était déjà léger, je crains qu'il ne soit aérien, mais néanmoins, je vais vous le prodiguer. L'intérêt pour ce sujet, pour moi, il est double. Le premier, c'est d'avoir participé dans mes fonctions précédentes de directeur adjoint d'Europol, ou d'avoir supervisé le premier accord de coopération entre Europol et Frontex en 2008, qui était un accord stratégique, et puis d'avoir lancé les travaux de l'accord opérationnel qui est actuellement en vigueur entre Europol et Frontex, mais je n'en ai pas vu l'aboutissement. Mon mandat à Europol s'étant terminé entre-temps. Deuxième raison de s'intéresser à cette question de Frontex, je suis actuellement en charge, comme j'ai été présenté, du projet Euromed Police, qui est un projet de la Commission européenne, Direction générale élargissement voisinage, qui a pour but de renforcer la coopération de sécurité entre l'Union européenne et un groupe de pays dont la France est leader, un consortium dont la France est leader, donc avec renforcer la coopération entre ces pays-là et les pays de la rive sud de la Méditerranée, donc qui vont du Maroc à la Syrie, Syrie incluse, mais suspendue pour des raisons évidentes. Et dans les priorités de ce projet, qui sont au nombre de 5, il y a bien sûr la lutte contre le terrorisme, la cybercriminalité, le trafic d'armes et le trafic de drogue, mais il y a également et surtout la lutte contre les réseaux, et je précise, ce n'est pas la lutte contre l'immigration irrégulière, en faisant du politiquement correct et pour répondre à, sans qu'il soit là, à ceux qui sont entrés tout à l'heure, à lutter contre les réseaux d'immigration irrégulière qui facilitent, les réseaux criminels qui facilitent l'immigration irrégulière et la traite des êtres humains. Voilà. Très rapidement, aussi, avant de parler d'accords de coopération entre Europol et Frontex, qu'est-ce qu'est Europol, puisque peut-être tout le monde n'est pas familier de cette agence de l'Union européenne. Donc c'est donc une agence de l'Union européenne qui a commencé à fonctionner en 1995 et depuis son siège situé à La Haye, et qui soutient les 28 membres de l'Union européenne, et donc bientôt 27, dans la lutte contre la grande criminalité internationale et le terrorisme. Europol travaille également en partenariat avec plusieurs pays non membres de l'Union européenne, mais également avec des agences de l'Union européenne ou ne faisant pas partie de l'Union européenne, et agences faisant partie de l'Union européenne, bien entendu, figure Frontex. Alors, les principales activités criminelles recensées au sein de l'Union et qui sont listées dans le mandat d'Europol, lequel résulte en dernier lieu du règlement 2016-794 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 mai 2016, sont les suivantes: le terrorisme, le trafic international de stupéfiants et le blanchiment d'argent, la fraude organisée, la contrefaçon de l'euro, mais aussi le trafic de migrants. Et le trafic de migrants a figuré dans les premiers crimes, dans les premiers crimes, oui, effectivement, qui faisaient partie du mandat initial d'Europol. Se sont rajoutés récemment la cybercriminalité sous ses différentes formes. Alors, comment fonctionne Europol? Là aussi, très rapidement, cette agence met en relation les forces de police pour soutenir les enquêtes sur les domaines déjà cités, qui concernent au moins 2 pays de l'Union européenne. Le rôle majeur d'Europol, c'est le rôle et l'instrument majeur également, rôle et instrument, c'est l'échange de données personnelles
lorsque le pays ou l'organisation avec laquelle Europol veut échanger des données a signé un accord de coopération opérationnelle. Alors là, je parle des pays qui sont hors Union européenne, puisque bien sûr, dans les pays membres de l'Union européenne, donc cet échange est inscrit dans le mandat d'Europol auquel ils ont souscrit. Et ceci, donc l'accord de coopération opérationnelle et la situation avec Frontex. Pour mettre en œuvre cet échange de données personnelles, trois mécanismes outils sont mis en œuvre. Le premier, c'est l'existence de bases de données thématiques au sein d'Europol, donc en anglais Analytics Work Files, en anglais avec l'accent de Carcassonne. C'est une plaisanterie que je fais, mais qui ne fait rire que moi. Et ces bases de données thématiques concernent les crimes, c'est-à-dire trafic de drogue, trafic d'êtres humains, mais également les groupes criminels en fonction de leur origine géographique. Et je n'ai pas dit origine ethnique. Le réseau Siena est le deuxième instrument mis en œuvre pour l'échange de ces données personnelles, qui est un réseau sécurisé qui permet d'échanger ces informations entre Europol et à ce jour 757 autorités compétentes diverses qui sont ou des services de police ou des services de gendarmerie ou des services de douane, puisque les services de douane font partie d'Europol, mais également certains services avec des missions de renseignement. Enfin, troisième instrument permettant l'échange de ces données personnelles, c'est le réseau des officiers de liaison. À Europol sont représentés, outre les 28 membres de l'Union européenne, une quinzaine de pays, parmi lesquels je cite rapidement la Colombie, les États-Unis, le Canada, l'Australie, mais également les agences, certaines agences, et au total 200 officiers de liaison qui sont l'interface humaine permettant ces échanges. Un autre instrument est à mettre en exergue, c'est qui a été créé au début de 2016 et justement, précisément pour faciliter le travail d'Europol dans la lutte contre les réseaux d'immigration, facilitant l'immigration irrégulière. Bien, je ne le traduis pas, c'est l'European Migrant Smuggling Center, donc c'est le centre européen de lutte contre les réseaux d'immigration. Et ce centre-là est plus particulièrement dédié à être le contact, l'interface avec Frontex. La nature des crimes et délits qui sont listés dans le mandat d'Europol, ça c'est un élément qui me paraît important de souligner, fait apparaître que la plupart d'entre eux ne peuvent se matérialiser que s'il existe des organisations criminelles, réseaux criminels ou mafias, quel que soit le nom qu'on leur donne. Et c'est en ciblant les éléments permettant d'identifier les membres des réseaux criminels à travers le véhicule, le moyen de communication au flux financier qu'ils génèrent, et ce, en utilisant le mécanisme de l'analyse criminelle, qu'Europol permet de fournir aux États membres les éléments qui sont ensuite intégrés dans les poursuites judiciaires. Et c'est précisément cette existence des organisations criminelles qui mettent en œuvre, qui organisent les routes et les réseaux pour les migrants, qui a créé la nécessité de coopérer, de voir cette coopération entre Europol et Frontex se mettre en place. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que cette coopération, elle débute et il est difficile de s'évaluer. Un autre élément à prendre en compte qui se rajoute à cette existence des organisations criminelles, c'est que ces organisations criminelles pratiquent ce que l'on appellerait une polycriminalité. Et l'activité d'Europol, maintenant longue depuis une vingtaine d'années, a mis en évidence que les réseaux criminels mis en place pour se livrer à un trafic donné, je pense au trafic de stupéfiants, puisque c'est un des trafics majeurs, mais ces réseaux utilisent de façon quasi automatique les structures déjà existantes pour se livrer à d'autres types de trafics si l'occasion de recueillir du profit apparaît. Donc c'est un phénomène qu'il faut intégrer et
Donc c'est quelque chose d'important dans l'activité aussi bien d'Europol et dans le lien que Europol peut avoir avec Frontex. Deux autres éléments, et non des moindres, sont à prendre en compte comme éléments de contexte quant à l'intérêt d'une coopération Europol-Frontex, la crise migratoire déjà évoquée que tout le monde connaît, et le terrorisme notamment en lien avec la Syrie et ce qui s'est passé en Syrie, Irak et Afghanistan. Alors, de façon plus concrète et là aussi très rapide, quelle est la base juridique de cette coopération et quels en sont les domaines? Il faut rappeler, je le disais en démarrant, qu'un accord de coopération stratégique entre Europol et Frontex avait été signé en date du 28 mars 2008, mais la nature stratégique de cet accord qui prévoit uniquement l'échange d'informations, donc stratégiques, ne permettait en réalité pas l'échange de données personnelles, ce qui est réservé aux accords de coopération opérationnelle. Alors, si je peux donner un élément de contexte, donc, je me trouvais à Europol et lorsque nous avons vu la montée en puissance de Frontex, eh bien, il y avait à la fois un intérêt, mais une certaine inquiétude, parce que, effectivement, Europol, à Europol, on pensait avoir l'apanage de l'exclusivité de travailler sur les données personnelles en matière de criminalité transfrontière, et on a vu et on a pensé qu'il était inévitable que ces données personnelles, elles devaient aussi, in fine, devoir être stockées à Frontex, parce que lorsqu'une agence se met en place, il lui faut donc une mémoire, et ça nous paraissait. Et donc, ça, c'était un simple élément de contexte. Mais cette coopération qui était, je dirais, virtuelle, qui restait longtemps virtuelle, a été revisitée avec un accord de coopération en date du 4 décembre 2015, et cet accord détermine les domaines dans lesquels les deux agences vont pouvoir coopérer. Dans l'article 3 du chapitre 1, intitulé « Aires de criminalité », il est précisé que sont concernés les domaines de criminalité inclus dans le mandat des agences à la date d'entrée en vigueur de l'accord, avec une mention particulière, donc une focalisation particulière sur la facilitation de l'immigration régulière, mais aussi du trafic d'êtres humains, du terrorisme et autres activités criminelles transfrontalières. Donc on voit quand même que le champ d'action possible et de coopération reste vaste. L'article 4, sous l'intitulaire de coopération, liste quant à lui ces aires de coopération, bien entendu, dont il faut extraire la plus intéressante, qui est celle de l'échange d'informations. Et je précise cet échange d'informations, il est mentionné qu'il s'agit de l'information stratégique ou opérationnelle en soutien aux actions visant à réprimer les activités criminelles et améliorer la gestion intégrée des frontières, ceci incluant, mais non limité, au modus operandi utilisé par les réseaux criminels, évaluation des menaces, analyse de risques et rapport de situation de crime. Il en est en outre précisé que dans cet article, que les aires de coopération ne doivent pas être étendues au-delà de ce qui est mentionné et donc rester dans les limites de leur mandat respectif. Je vais survoler et mentionner simplement, pour raccourcir mon propos et conclure bientôt, que tout ce qui concerne bien entendu cet échange d'informations répond aux normes qui sont requises de protection. Alors, d'abord, dans le recueil des informations qui seront échangées, informations qui seront limitées aux données personnelles d'individus suspectés sur un fondement raisonnable, donc d'être impliqués dans des activités transfrontières, que ces informations ne pourront provenir que de collecte lors d'opérations conjointes ou des interventions rapides conduites par Frontex, que dans la transmission de ces informations, l'origine de la donnée personnelle et la raison de la transmission devront être mentionnées, et enfin que les deux agences devront conserver l'enregistrement de ces données personnelles. Enfin, il y a donc une obligation de traçabilité. Et enfin, Europol pourra demander une clarification concernant
une information communiquée ou une information additionnelle. Je ne vais pas détailler davantage la nécessité de la protection, de l'effacement qui répondent aux normes habituelles au sein de l'Union européenne. Je conclurai simplement en donnant les perspectives, puisque cet accord de coopération est récent et que les occasions de coopérer entre Europol et Frontex ont été jusqu'à présent relativement limitées avec cependant une participation d'Europol avec le système des officiers d'Europol invités qui ont été intégrés dans les équipes de Frontex lors de la mise en place des points de contrôle en Italie et en Grèce. Donc c'est quelque chose qui a été mis en place pour répondre aux besoins d'identification des individus pouvant être des auteurs ou facilitateurs de cette immigration irrégulière en tant qu'organisateur. Europol aussi a été sollicité du fait de la nécessité de mettre en œuvre dans le concept de police technique et scientifique tous les éléments d'identification qui permettraient, donc empreinte digitale, empreinte ADN lorsque c'était possible, pour toujours dans ces aspects d'identification. Alors, le champ d'action et le champ de coopération reste ouvert dans la mesure où le nouveau mandat de l'agence des gardes-frontières a été étendu aux questions du terrorisme. Donc, au terrorisme, il y a effectivement une possibilité étendue de coopération qui, pour l'instant, n'a pas été totalement explorée. On est, et je me réfère, donc je ne suis plus partie prenante de l'agence Europol, et je me réfère aux interviews que j'ai faites à mes collègues qui sont en charge du domaine. Donc la potentialité de coopération est pour l'instant à exploiter ou à explorer. Voilà, j'en ai terminé. Je pense que j'ai tenu, les 20 minutes, il fallait les oublier, je pense. Voilà, merci. Non, je vous remercie beaucoup. Donc pour ce strict respect du temps imparti, si tu veux bien nous déclencher l'ordinateur, je vais laisser immédiatement la parole pour ne pas créer du retard à Monsieur Santos Vara, professeur de droit international public à l'Université de Salamanque. Je vais vous faire passer l'ordinateur. Vous échangez? D'accord. Je voudrais en premier lieu remercier Constance et Romain pour l'invitation à participer à cette conférence. Le sujet est très intéressant, et vraiment intéressant. Ce sujet n'est pas bien connu encore, les règlements et les implications pratiques des nouveaux règlements. Et en même temps, cette occasion me donne l'opportunité de parler de Frontex. Je suis intéressé à Frontex pour plusieurs raisons. La première, c'est une raison académique. Et la seconde, c'est que je suis le coordinateur en Espagne des masters de Frontex, European Joint Masters in Strategic Border Management. Il s'agit d'un master créé par l'agence Frontex qui a l'objectif de donner information de haut niveau à ceux qui ont la responsabilité de la gestion des frontières. Bon, maintenant, je vais faire mon présentation en anglais. Pourquoi? Parce que je me débrouille plus ou moins en français, mais c'est mieux de faire une présentation académique et technique avec les mots corrects. Et parfois, je ne connais les mots corrects en français. When we talk about Frontex, I like a lot the words said by Philippe de Bruycker in a well-known article published by European Papers. He said in that article that the European Border and Coast Guard is a new model built on old logic. And it has to do a lot also with the title of this conference. I like it a lot.
the Frontes a Frontes. It's very expressive. Yeah, it's it gives a clear meaning in the title of this seminar. Well, I'm going to pass this and I'm going to the main subject because these issues have been already said. Well, there are many innovations when we talk about Frontes, of course. As it has been already said, the new regulation widens clearly the agency's scope of action. There are new powers, and particularly a reinforcement of the regulatory and operational tasks of the agency. Some of the new tasks have already dealt with, for instance, on return, the so-called right of intervention, and also what I think is very important to recall the introduction of a clear supervisory role of the agency. Well, something went wrong. I went directly to the conclusions. So no, there's something else. There's something else before going to the conclusion. You can see. Well, here, I was here. I think it's very important the definition of a European IBM concept in the new regulation. For the first time, we have in a binding law a definition of IBM. It's something which has been discussed a lot, but for the first time, it is foreseen that this concept will be clearly developed at EU level. We have, of course, the conclusions of 2006 on this concept, and the institutions are now working on this concept. Integrated border management, it is foreseen that the Commission will publish a document. Well, it has published a few days a document which says very little on IBM. I expected myself something more deeper. This communication published a few days ago, it says very little. But what is important is that in this article 4 of the regulation, it says the 11 concepts that should be integrated within the IBM concept. As you already know, once we have this definition in Article 4, it is foreseeing a technical and operational strategy at EU level, and at the second stage is that the member states will develop its own strategy. The Commission has been working in this document for a long time, for a few months. Member states wants first the Commission to develop the strategic dimension and afterwards to start working on its own national strategies. But the Commission wants the Member States to start working on these national documents. So from what I learned, there has been a tension between national authorities and the Commission, who has to do the job first. I would like to recall that when we talk about the European Border and Coast Guard, it's a legal fiction. The European Border and Coast Guard is integrated as Constance said, by national authorities involved in border management and also Frontex. And when we talk about national authorities, it includes national Coast Guard authorities to the extent that they perform some tasks in this field. I mean, control tasks at the borders. I will come back to this issue, which is the main objective of my presentation. Before moving to the
main issues of my presentation, I would like to say what Frontex is not. The new regulation doesn't create a genuine integrated border and coast guard. I will focus on that later on when I refer to the Coast Guard. It doesn't replace national border guards, as it has been said in the previous presentations. It doesn't provide the agency with the right to intervene in national countries. I mean, it is a very important task, a very important tool for Frontex, but Frontex has not the right to intervene in national countries when there's a problem or national authorities are not able to manage borders. Of course, it doesn't endow law enforcement powers on the agency. The agency is not a law enforcement authority. The new regulation doesn't solve the question of responsibility for fundamental rights violations. There's a lot of ambiguity when is Frontex responsible or when is a national authority responsible for a particular violation of human rights. This question hasn't been clearly resolved in the new regulation. And of course, it doesn't provide for genuine solidarity. As it has been said previously, there are some solidarity, but not real solidarity. The main question that I have been asked to deal with, does the EU has a Coast Guard authority for the first time in history? The European Coast Guard is probably the less developed part in the new regulation. There's a lot of ambivalence. What it means Coast Guard in the new regulation. Firstly, it was debated during the legislative process whether the term Coast Guard should be included in the new regulation. It was included in the original proposal from the Commission. Later, it was omitted, and finally, it was included in the name of the new agency. Once it was included, the problem is the following. The implications of the regulation with regard to coast guarding are not clear at all. What this name means in practice. The regulation focused on coast guarding only in relation to maritime border guarding activities. Therefore, we have the name, but the flesh is lacking. What is the content? Coast Guard is to a large extent in the name, unless the concept of coast guarding is reduced to mere maritime border surveillance. Even the executive director, Francis Leggeri, in his inauguration speech of the new agency said the term Coast Guard was decided to be included in the name as Coast Guards do often take care of maritime border control functions. In my opinion, the title of the European Border and Coast Guard can be considered misleading. Why? It is true that some of the components of the IBM concept have links to coast guarding, but only in the name, only in the sense of maritime border guarding. When we talk about coast guarding, we talk about several issues, not only border guarding. When we talk about coast guarding, we talk about, of course, maritime safety and security, but we talk about search and rescue, fisheries control, customs control, law enforcement, environmental protection. Those are the main issues included in coast guarding.
the only reference to these Coast Guard functions are in the preamble. In preamble in number 44. These functions resembles in a certain way the Coast Guard functions defined by the European Coast Guard Function Forum. Therefore, the title is misleading. There's very little about coast guarding in the regulation. So, when a journalist or someone who is not expert in the field says, "Oh, European Border and Coast Guard, the European Union has a Coast Guard authority," that's not true. Here you have the concept of integrated border management included in Article 4. Only some of the components have links with maritime border guarding. I could say that only search and rescue during border surveillance operations. The other components of the IBM concept have very little to do with Coast Guard. As I said at the beginning, we cannot identify Coast Guard with a maritime border control. Well, we have Article 53 of the regulation, which deals with cooperation with the European Fisheries Control Agency and the European Maritime Safety Agency. What are the implications of Article 53? In September 2016, not only the regulation of Frontex was modified, but also the founding regulations of ESMA and EFCA were modified. The three agencies have a similar article, which tries to further develop the cooperation between the three agencies among themselves and also with national authorities dealing with coast guarding. The regulation, as I said before, expands the agency's powers to support national authorities. When we talk about national authorities dealing with coast guard, there are many. There are more than 3 civilians and military authorities in the member states dealing with Coast Guard functions. They are dealing with all these issues you have in the screen, and not only with border control, as I said before. Here. Well, this is the content of Article 53. Article 53 on interagency cooperation, on cooperation between Frontex, EMSA, and EFCA, tries to intensify the cooperation in the following fields. Firstly, information sharing and analyzing information, so exchange information between the three agencies. Also, to develop in common surveillance and communication services. Capacity building. This is very important for agencies. I've been working in the last years for capacity building, for training in the case of Frontex. So they have developed their own programs, their own masters. They have a lot of resources for capacity building. Talking about maritime field, it's very important to exchange information about challenges and risks in the maritime domain, and of course, capacity, assets, and sharing information in the case of multipurpose operations. What has been done so far?
tripartite agreement. A tripartite agreement has been signed last year between the three agencies to develop their cooperation. They have been also working in practice through a pilot program last year to study in practice how to develop the cooperation between the three agencies. In Article 53 is also laid down the possibility to develop a practical handbook. They are working on that. The first outline will be presented in Vigo, in Spain, in a few days during the annual year of these maritime agencies. When we talk about Article 53, I think this article is very problematic in practice because it's not clear. It says these agencies have to cooperate in the fields that I presented just before. It says that a handbook has to be developed. It is not clear what this Article 53 means in practice. I mean, for the purpose of joint operations. For instance, can a Frontex joint operation now engage in all sorts of activities in the maritime field? Or would it need to be a joint operation involving all three agencies? Or it could be enough that Frontex coordinates an operation involving national authorities, national officers con competencies in this field. Also, I think I find problematic the exchange of data. This common article in all three agencies allows for the exchange of data among the three agencies. The articles on the exchange of data in the new regulation doesn't specifically refer to EMSA or EFCA. Law enforcement in the maritime environment is not mentioned in the regulation as a purpose for which the agency may process personal data. It may, when you talk about personal data, you only can exchange personal data for the purpose it is well authorized. Another challenge is the involvement of the Army in the management of borders. The regulation, it is also unclear to what extent the provisions of the European Border and Coast Guard regulation allow for the exchange of information between the member states, the agency, and the Army. Today, the Army is involved in the management of borders. This is an important omission since the military have been involved not only by contributing with military equipment, but also in practice for also being involved in search and rescue operations. A good example is Sophia. However, I'm not convinced about this idea developed by science colleagues that said militarization of border management. I don't think it doesn't mean militarization of border management. SAR regulation, SAR's norm also are very problematic. There has been in the last years a debate in the EU as regards SAR norms. When SAR's norms were developed last year, in 2013, some member states, in particular Spain, Italy, and Malta, were against adopting SAR norms at EU level. Finally, these SAR norms were adopted, but only are applicable in the case of Frontex joint operations. I'm about to finish. I have to respect the time. Conclusions. In the EU, we don't have a Coast Guard authority today. As I said at the beginning, the name is completely misleading. The tripartite agreement cannot lead
to a true European Coast Guard. Even if the cooperation between the maritime agencies is developed and intensified in practice, it doesn't mean that we can create from that a European Coast Guard. The reform of the new agency can be understand within the framework of agencyfication. We have other experiences of closer cooperation between agencies, the hotspots. In my opinion, there's a gap between what is expected for Frontex and what Frontex can do in practice. Many people expect that Frontex can do many things. Frontex has many limitations to provide answers to the current challenges that the member states are facing or will face in the future in border control. Thank you. I'm sorry for these 2 3 minutes.